sommes réunis ici avec des sœurs et des frères du Congo-Brazzaville pour évoquer la grave situation vécue là-bas par les populations, et tout particulièrement par les familles et les mamans. Nous te prions, Seigneur, habite leur courage, maintiens-les en vie, maintiens-les dans la dignité, donne-leur le secours dont ils ont besoin et dont leurs familles ont besoin pour continuer d'avancer sans perdre courage, sans perdre espoir. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix soit avec vous. Amen. Amen. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur CGB 24, l'émission L'œil sur la politique. Aujourd'hui, nous recevons monsieur Sostène Samba qui est venu nous parler d'une rencontre qu'il a eue avec l'archevêque de la ville de Québec, et il est ici pour nous exposer un petit peu de quoi il s'agit et ainsi de nous parler aussi plus tard de ses projets. Monsieur Sostène Samba, bonjour. Bonjour Madame Myriam. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bonjour Monsieur Odilon. Bonjour Monsieur Sostène. Oui, bonjour. Monsieur Samba, vous vous définissez comme le chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada. Expliquez-nous un peu de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce qu'est composée cette opposition-là. Madame Myriam, merci de m'avoir accordé la parole. Et déjà, je vous remercie, CGB 24 TV Universel. C'est une chaîne qui est suivie partout dans le monde, ici au Canada, aux États-Unis et au Congo éventuellement. Oui, M. Sostène Congo-Dila Samba est le chef de file de l'opposition congolaise officielle au niveau de l'Amérique du Nord, notamment le Canada et les États-Unis. Sur plusieurs chaînes de télévision où je suis passé, j'ai déjà expliqué cela. Sur plusieurs conférences, nous sommes passés avec mes pairs, j'avais déjà expliqué cela. Avant que nous n'arrivions au Canada, ici, notamment le mouvement citoyen Le Carton Rouge, le Canada était une terre déserte politiquement. On ne parlait pas de la politique. Nous sommes venus au Canada. Compte tenu du ras-le-bol politique qui se passait dans notre pays, nous avions pensé qu'il fallait mettre en place un mouvement à essence populaire que nous avions intitulé le mouvement citoyen Carton Rouge. Et de là est né d'autres mouvements aujourd'hui que vous connaissez. Oui, Madame Myriam, le mouvement citoyen Carton Rouge est un mouvement à essence populaire dont j'incarne ici la vision et je suis le chef de file de l'opposition congolaise. Notre vision est très simple. Nous voulons qu'il y ait un changement au niveau de Brazzaville. Nous voulons que les Congolais et les Congolaises se sentent comme chez eux. Aujourd'hui, une partie de la population congolaise ne se sentent plus en sécurité chez eux. Je parle ici de la population du Poul, je parle ici de la région du Poul, qui est sous occupation des miliciens et des militaires du gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Ok, mais nous allons peut-être revenir après sur la question du Poul, mais on voulait juste avoir un peu une idée, quelles sont puisque vous êtes le chef de file de l'opposition, quelles sont les ambitions de cette opposition? Est-ce qu'elle est vraiment réelle? Est-ce qu'elle a un poids? Est-ce qu'elle a un potentiel pour ces... L'opposition congolaise, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il y a une seule opposition congolaise. Celle qui incarne tous les opposants du Congo-Brazzaville. Donc ça veut dire ceux de l'intérieur et ceux de la diaspora. C'est une seule opposition. Et le but de l'opposition congolaise, c'est de remettre le pouvoir à la population. C'est de remettre le pouvoir au vrai détenteur de ce pouvoir-là, qui est le peuple congolais. Parce que le pouvoir leur a été usurpé le 4 avril 2016 par M. Denis Sassou Nguesso. Premièrement, en organisant un faux référendum qui n'en avait ni la légitimité ni le droit. Il a organisé les élections présidentielles
où il n'avait pas le droit de se représenter compte tenu de sa constitution qu'il avait taillée sur mesure, celle de 2002. Et le but de l'opposition congolaise ici, c'est de rétablir l'unité nationale, la sécurité dans notre pays et remettre au peuple congolais son pouvoir. Voilà, Madame Myriam, en gros, quel est réellement le rôle de l'opposition. Okay. Et comment vous comptez faire? Est-ce que vous avez une présence au Congo? Parce que vous êtes en Amérique du Nord. Comment est-ce que vous faites pour redonner la parole au peuple concrètement? Au niveau du pays, il y a des opposants. Nous avions le mouvement IDC Frocade. Nous avions d'un côté Mathias Ndan, que vous connaissez très bien. Tout ça sont des opposants. Il y a aussi le révérend pasteur Ntoumi avec son parti politique, le CNR, dont je suis le secrétaire général à la Fédération de Brazzaville, chargé des collectivités locales. Tout ça, toutes ces personnes-là, toutes ces forces constituent l'opposition locale. Et nous sommes en contact avec ces opposants-là. Nous travaillons de connivence, nous travaillons pour chercher des voies et moyens pour éventuellement, comme je l'ai dit tantôt, remettre le pouvoir au peuple congolais qui est le vrai détenteur de ce pouvoir-là. Nous avions des contacts sur le terrain. D'accord, donc je voulais en venir justement avec à vous poser la question de savoir quelle est votre relation justement avec monsieur Frédéric Binsamou, dit le pasteur Ntoumi. Vous l'avez évoqué, vous êtes le secrétaire vous avez un poste dans son parti politique, vous occupez notamment des collectivités locales. Comment est-ce que vous faites pour vous occuper concrètement de ces collectivités locales alors que vous-même vous êtes à l'extérieur? Madame Myriam, aujourd'hui, on ne peut plus, au Congo, on ne s'occupe plus de rien. Le Congo est dirigé d'une main de fer depuis 30 ans par le président Denis Sassou Nguesso. À Brazzaville, aujourd'hui, c'est le chaos total, notamment ce qui se passe dans le pôle. Nous ne pouvons aujourd'hui mettre pied à Brazzaville parce que nos vies sont en danger. J'aurais même appris que ma tête a été mise à prix, que la tête du révérend pasteur Ntoumi a été mise à prix. J'aurais appris que dès ma descente à Maya Maya, la DGST m'attendra au pied de l'avion. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Le simple fait d'être à l'opposition constitue un délit. Le simple fait de ne pas accepter le pouvoir de Denis Sassou Nguesso constitue aujourd'hui ce qu'ils appellent au niveau de Brazzaville atteinte à la sûreté de l'État. Tout simplement parce que vous êtes à l'opposition. Voilà le simple motif aujourd'hui qui fait que, en tant qu'opposant, tu peux te retrouver à la DGST. Mais je pense que sur place, excusez-moi Madame Myriam, sur place il y a Monsieur Boao qui est là, qui est aussi opposant, qui fait toujours des déclarations qui sont contre le pouvoir en place, mais il n'a jamais été inquiété, lui, il est libre. Alors pourquoi est-ce que vous avez peur alors que lui qui est sur place, qui organise des manifestations parfois pour contre un peu les activités du gouvernement, mais il n'est pas inquiété? Oui, Monsieur Odjilan, nous avions déjà entendu cette chanson. Pourquoi Parfait Kolela n'a pas été arrêté? Effectivement. Pourquoi Boao n'a pas été arrêté? Et je vais vous retourner la question, pourquoi Mokoko et Okombi ont été arrêtés? Pourquoi Franck Eloge Mpassi a été arrêté? Et pourtant Franck Eloge Mpassi est le conseiller en communication du révérend pasteur Ntoumi. Pourquoi Jean-Gustave Ntondo a été arrêté? Et pourtant Jean-Gustave Ntondo est le secrétaire général du CNR, le Conseil national des Républicains, le parti du révérend pasteur Ntoumi. Ayant un mandat délivré par Zéphirin Mboulou, le ministre de l'Intérieur, ces gens-là aujourd'hui se retrouvent dans les prisons du gouvernement de Brazzaville, de M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi? Alors, ne peut que vous donner cette réponse-là, c'est M. Ngakala. Tous ceux qui n'ont pas accepté la réélection de M. Denis Sassou Nguesso se retrouvent aujourd'hui dans les prisons. M. Boao a été interpellé à plusieurs reprises. Il a été assigné à résidence.
Son passeport a été ravi. Il a eu plusieurs convocations, il s'est représenté là-bas. Aujourd'hui, il vit dans la peur au niveau de Brazzaville. Il ne peut même pas sortir du Congo. Idem pour Mme Mounari. Je pense que vous avez suivi sa déclaration sur RFI, où elle a dit, même Pointe-Noire, elle ne peut même pas mettre pied à Pointe-Noire parce qu'elle n'a plus de passeport. Donc, M. Odjilan, je pense qu'ici... En tant que citoyenne congolaise, elle n'a pas besoin de passeport pour circuler à l'intérieur. Elle ne peut même pas sortir de chez elle. C'est ce qu'elle a dit sur RFI. Bon, elle ne peut même pas. Ça, c'est elle qui le dit. Bon. Et je le crois sur parole. Je le crois sur parole. Donc, M. Odjilan, ne pensez pas, parce que ces opposants ne se trouvent pas en prison et qu'ils sont libres de tout mouvement au niveau de Brazzaville. Non, détrompez-vous. Mais vous semblez un peu évoquer une sorte de chasse aux sorcières, d'une opposition un petit peu plus radicale que celle qu'on a connue. Vous avez parlé du Frocade, etc. Ce n'est pas vraiment l'opposition traditionnelle que le Congo a toujours connue. C'est une opposition un peu plus radicale qui a fait parler d'elle lors du référendum. Est-ce que c'est quelque chose... Comment vous justifiez ça? Parce que justement, ces autres personnes-là peuvent circuler, etc. Mais vous affirmez qu'ils ne peuvent pas ils n'ont pas libre cours à leur mouvement. Est-ce que c'est vraiment votre position? Vous pensez vraiment qu'il y a une espèce de chasse aux sorcières par rapport Madame à ça? Myriam, il n'y a pas que chasse aux sorcières au niveau de l'opposition à Brazzaville, mais... Ces opposants-là au niveau de Brazzaville sont inquiets même pour leur vie à Brazzaville. Et c'est l'opposition locale. Je parle ici de Jean-Marie Michel Mokoko, qui était candidat aux élections présidentielles. Je parle ici de André Okombi Salissa, qui était candidat aux élections présidentielles. Je parle ici de Mme Claudine Mounari, qui a été assignée à résidence, qui était candidate aux élections présidentielles. Et j'ai eu l'occasion de parler avec ces gens-là au téléphone aujourd'hui, qui sont sous les verrous, sans être jugés. Éventuellement, à Brazzaville, il y a une chasse aux sorcières. Tous ceux, je le répète encore, qui n'ont pas accepté la réélection du président Denis Sassou Nguesso, se retrouvent aujourd'hui dans les géoles et sont à mal à Brazzaville. Ils ne circulent pas librement. Effectivement, c'est un peu ça ce que condamne exactement le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, lors de son interview que nous avions suivi avec le journaliste France 24, qui a dit que tous les opposants, ceux qui ont participé à l'élection présidentielle, tous ne sont pas en prison. Il n'y a que deux qui sont, à ma connaissance, M. Mokoko et M. je crois... André Okombi Salissa. André Okombi. Les autres, bien que vous déclarez qu'ils sont à résidence surveillée, mais ils ne sont pas en prison. Alors, cette expression de chasse à la sorcière, c'est qu'on essaie un peu de remettre un peu les choses sur les rails. Monsieur Odjilan, tout a été mis en place justement pour que le pouvoir demeure et reste au nord, c'est-à-dire autour du clan Sassou Nguesso, autour du clan du PCT. Ça s'appelle en politique la stratégie politique. Diviser pour mieux régner. Denis Sassou Nguesso a jeté dans les prisons André Okombi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko, le révérend pasteur Ntoumi aujourd'hui qui est pourchassé avec des hélicoptères de combat, Mounari qui a été assigné à résidence. Et de l'autre côté, on laisse libre cours à M. Bowawo et Parfait Kolela. Tout ça sont des stratégies politiques. C'est pour dire quoi? Voilà, j'ai emprisonné deux. C'est parce qu'ils sont coupables sans être jugés, bien sûr. Parce qu'en matière de droit, on dit, tu es bien placé pour le savoir. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit reconnue devant un tribunal lui garantissant ses droits. Mokoko n'a jamais été jugé, Okombi n'a jamais été jugé. Pourquoi sont-ils en prison? Et je vous rappelle ici que la garde à vue, selon la loi, n'est que de 48 heures. Dépassé 48 heures, le présumé doit être libéré. Mais ces gens-là, ça fait plus d'1 an qu'ils sont en prison. Donc tout a été mis en place. Je mets celui-là aux arrêts, je vais pourchasser l'autre, l'autre je le mets en résidence surveillée, les autres il faut que je les laisse. Pour faire quoi? Pour les salir. Pour dire quoi? Mounari est en connivence avec M. Denis Sassou Nguesso, Parfait Kolela est de connivence avec Denis Sassou Nguesso, et dans ce jeu de mots,
dans ce jeu-là, dans cette strato-politique, dans cette géopolitique-là, c'est Sassou qui règne. Parce que même vous, le peuple, vous êtes divisés. Vous vous dites que si Kolela n'est pas en prison, tout simplement parce qu'il travaille avec Sassou. Si Boao n'est pas en prison, mais tout simplement parce qu'il travaille avec Sassou. Pourquoi Mokoko est en prison? Pourquoi Okombe est en prison? Mais ce sont là des stratégies politiques qui ont été fabriquées dans les laboratoires du PCT. Mais c'est peut-être, excusez-moi Monsieur Samba, c'est peut-être des stratégies qui ont été, ces opposants-là ont peut-être participé à ces stratégies-là, parce que vous parlez de Parfait Kolela, quand il était chef du MCDDI, on sait très bien que le MCDDI a d'une façon ou d'une autre fait une alliance avec le parti au pouvoir. A toujours collaboré avec le pouvoir. Tout à fait, le MCDDI, l'UPADS, d'une façon ou d'une autre. Donc, ça reste à démontrer. Le MCDDI, il est certes vrai qu'au temps de Bernard Kolela, le MCDDI avait fait une alliance URD-PCT et apparenté. Oui. En politique, on dit ceci, il y a des alliances qui se font et se défont. Aujourd'hui, vous pouvez être en alliance. Demain, je casse l'alliance, je ne suis plus avec toi parce que nos chemins ne coïncident plus. Et même la Bible dit dans Amos chapitre 3, verset 7, deux personnes ne peuvent pas marcher de connivence sans s'être entretenues. Si on ne s'entend pas, même s'il y avait une alliance politique, aujourd'hui, nous pouvons le rompre. Et chacun fait son chemin. Cela ne veut pas dire que parce que j'ai rompu cette alliance, que je suis de connivence avec toi. Madame Myriam, j'ai dit tout à l'heure ici que tout a été mis en place pour que le pouvoir reste et demeure en place. C'est un plan qui a été muselé par le général Debira, parce que moi je cite les gens et j'ai des preuves. Depuis les années 2002, avec le général d'armée Denis Sassou Nguesso, ils ont dit que si nous perdons le pouvoir, Congo Bako Bomabiso. Donc ils se sont assis, ils ont préparé tous ces plans-là. Qu'est-ce que nous allons faire pour que le pouvoir demeure en place? Et sachez-le qu'au Congo, actuellement, il y a ce qu'ils ont appelé des faux opposants, des opposants profito-situationnistes, des opposants qui ont été jetés dans l'arène politique pour éventuellement s'aimer une discorde dans l'opposition. C'est ce qui a fait rater le pouvoir pendant les élections du 20 mars 2016. De qui parlez-vous exactement? À des vrais opposants que le peuple a soutenus. Les images sont là. Il y a des faux opposants, des opposants profito-situationnistes que le PCT a injecté. Mokoko a été suivi par la population congolaise. Vous avez vu, à Pointe-Noire, on l'a reçu avec des pagnes. À Makoua, il y avait des palmiers. Les mamans ont étalé des pagnes. André Okombi Salissa, Parfait Kolela, ils ont été suivis. Mais les autres partis aussi ont des images qui peuvent montrer leur parti. Oui, nous avions vu, madame, nous connaissons le jeu de PCT. Qu'est-ce que le PCT a fait? Le PCT déplaçait la population de Brazzaville lors de leur meeting. Le meeting du PCT qui a eu à Pointe-Noire. 90% des gens qui ont assisté à ce meeting-là venaient de Brazzaville. Ils ont été parachutés à Pointe-Noire dans des avions. Le PCT vient à Kinkala. Kinkala qui compte à peu près 30 à 20 000 habitants, on retrouve plus de 100 000 Congolais là-bas. D'où viennent-ils si cela ne vient pas de Brazzaville? Et nous avions vu les gens des associations politiques escorter la population de Brazzaville, Poto ou Enze à Kinkala pour aller acclamer qui? Le président Denis Sassou Nguesso. Donc madame, il y a une volonté politique de s'accaparer du pouvoir, affamer le peuple, traumatiser le peuple, diviser l'opposition pour que le pouvoir demeure et reste au nord. Donc selon vous, chasse aux sorcières et stratégie politique, cela va de pair. C'est la démarche du PCT, du président Denis Sassou Nguesso et du gouvernement de Brazzaville. Ok, d'accord. Donc on va revenir un peu au sujet pour lequel vous êtes là aujourd'hui. C'est concernant votre visite à Québec, dans la ville de Québec, avec un des responsables de l'archevêché de Québec, concernant la situation politique qui a maintenant, qui demeure au Congo, notamment dans le Poul, depuis plus d'1 an maintenant. D'abord, avant d'aller dans le vif du sujet, quelle est selon vous, est-ce qu'il y a une relation là, parce qu'on bombarde les gens dans le Poul et on dit que c'est parce qu'on a la recherche de M. Ntoumi. Quel est le lien, quel est le rapport entre M. Ntoumi et les émeutes, notamment du 4 avril, qui ont déclenché finalement cette
cette crise dans le pool? Madame Myriam, le révérend pasteur Ntoumi n'a rien à voir avec ce qui s'est passé le 4 avril 2016. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans le pool, c'est une crise post-électorale qui est née suite à un hold-up électoral qui a été commis par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Le révérend pasteur Ntoumi n'a rien à voir avec cela. Et cette crise-là peut prendre fin du jour au lendemain si, et seulement si, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, le souhaite. Parce qu'il est le garant de l'unité nationale. Il est le président de la République aujourd'hui, même si certains ne veulent pas l'accepter. Je l'appelle comme je veux. Il est le président de la République, même si nous savons comment il est rendu président de la République. Mais aujourd'hui, c'est lui qui incarne cette nation-là. Et c'est lui qui peut aujourd'hui dire stop le massacre au pool. Mais il ne le fait pas, parce que ça l'arrange. Pourquoi est-ce qu'il voudrait faire quelque chose qui n'existe pas? Mais vous ne pouvez pas, il le sait très bien qu'aujourd'hui, quand il y aura la paix au Congo, certainement il perdra son pouvoir. Parce que le révérend pasteur Ntoumi aujourd'hui qui est pourchassé dans le pool, mais moi je dis c'est une utopie. C'est quelque chose, c'est un rêve, c'est quelque chose qui n'existe pas. Vous êtes en train de pourchasser une ombre, quelqu'un que vous ne voyez pas, c'est comme du vent, vous êtes en train de poursuivre le vent. Mais pourquoi Ntoumi? Pourquoi lui? Ça veut dire que exactement, madame. Je vous poserai la même question. Pourquoi le révérend pasteur Ntoumi aujourd'hui est pourchassé? Mais qu'à cela ne tienne, madame, vous dites que le révérend pasteur Ntoumi est à l'origine des émeutes du 4 avril 2016. Tous ces blablabla que nous avions suivis à la télé. Notamment sur France 24, quand le président de la République dit qu'il n'y a pas de crise dans le pôle. Mais une fois de plus, le président de la République vient de montrer là sa mauvaise foi et sa mauvaise volonté. Vous ne pouvez pas être président de la République d'une partie du Congo, c'est-à-dire le nord, et vous délaissez l'autre partie, le sud, parce que cette population a été à 90% hostile à la réélection de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà là le vrai problème. Le révérend pasteur Ntoumi n'a rien à voir avec tout cela. Le peuple congolais n'en voulait plus. Vous avez vu la ferveur qui est née lors des campagnes présidentielles. C'est de là qu'est partie cette crise-là, le 4 avril 2016. Et même, monsieur Odjilan, madame Myriam, vous ne pouvez pas pourchasser un individu que vous prétendez être à l'origine des émeutes du 4 avril avec des hélicoptères de combat. Je ne sais pas si vous avez suivi les informations. Aujourd'hui, la population du Poul subit des bombardements, vols, viols, massacres, pillages. On brûle les maisons dans le Poul. Est-ce comme ça que vous allez retrouver le révérend pasteur Ntoumi? Le Poul comptait avant ces émeutes-là 235 000 habitants. Le gouvernement de Brazzaville n'avait reconnu que 12 000 déplacés. Où sont passés les autres? Est-ce que c'est en brûlant les maisons qu'ils vont retrouver le révérend pasteur Ntoumi? Non. Je pense que ça, c'est un prétexte. Mais le vrai problème, c'est de décimer la population du Poul. Il y a un grand génocide à huis clos qui est en train de se passer sans que personne ne dise un mot. Ben, vous avez cette thèse a toujours été un peu difficile à débattre. Le terme du génocide qui est un peu contesté par certaines personnes au niveau du Congo-Brazzaville, puisque le pouvoir le conteste ainsi. Il s'agit d'un problème entre le pouvoir en place et un individu et non pas contre la population entière du Poul qui est là. Je me rappelle un peu monsieur Aziz Dominique de Marseille lorsqu'il parle de la victimisation même de la population du Poul. Est-ce que quelque part, comme certaines langues commencent un peu à se délier pour dire, est-ce qu'il ne s'agit pas ici d'une sorte de complot entre M. Ntoumi et Sassou pour permettre un peu à M. Sassou de s'éterniser au pouvoir suite à cette crise électorale qui est passée. Donc la seule façon de rester au pouvoir, d'embrouiller le peuple, c'est de créer des guerres. Ça, c'est des personnes ou des langues qui commencent un peu à se délier. Est-ce que vous... Bon, voilà. Commencez d'abord avec cette question et puis il y aura certainement une autre. Monsieur Odjilan, je pense, vous avez cité ici un nom
qui me donne la nausée. Vous avez la personne de Aziz Dominique de Marseille. J'ai essayé de faire des recherches sur cette personne-là, qui est-il réellement. Mais je ne pense pas que, monsieur Odjilan, tel que vous êtes assis, que vous vous entendez avec une personne, vous, toi et ta famille, vous fouillez dans la forêt, moi je vais avec des hélicoptères de combat pour vous pourchasser, dans le but que moi je reste au pouvoir. Je ne pense pas que le révérend pasteur Ntoumi soit si bête pour accepter d'être poursuivi avec sa famille, en mettant en péril la vie des milliers d'autres Congolais, pour le simple fait de laisser M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Non. Nous ne savons pas pourquoi cette dent de M. Denis Sassou Nguesso à l'encontre de la population du Poul. Cela ne date pas d'aujourd'hui. M. Odjilan, ça date depuis 1959. Pour ne pas refaire l'histoire. En 98. Et aujourd'hui encore le 4 avril, dont je vous rappelle ici les faits, que le révérend pasteur Ntoumi n'était pas candidat aux élections présidentielles. Je ne vois pas comment on peut faire cette juxtaposition du fait que M. Ntoumi soit pourchassé et Sassou Nguesso qui demeure au pouvoir. Et Aziz Dominique de Marseille, je vous rappelle, après les recherches que nous avions faites, on nous a dit que ce monsieur est un sidéen. Donc, il est atteint d'une maladie incurable, dont il fait les éloges du président Denis Sassou Nguesso pour qu'il lui donne l'argent pour se faire soigner. Donc, s'il ne fait pas ça, il ne peut pas avoir l'argent pour acheter ses médicaments. Voilà pourquoi Aziz Dominique de Marseille se perd tout et n'importe quoi à la télévision congolaise. Parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, il a besoin d'argent pour acheter ses médicaments. Restons que dans le domaine politique. Monsieur Odjilan, j'ai fait des recherches. Ici, vous avez... avec moi ici, j'ai ce qu'on appelle ici un projet de construction d'une grande mosquée dans le pôle. Donc, Denis Sassou Nguesso veut décimer la population du pôle, veut islamiser le pôle. Pourquoi? Et pour quel intérêt il le ferait? 99% de la population du Sud ne veulent plus qu'il soit président de la République. 75%. Si ce n'est pour dire 10% des Mboshi Doyo qui veulent qu'il demeure toujours là parce que cela fait leur affaire. Mais le plan a été mis en place pour islamiser le Congo. Mais M. Sostiane, est-ce que vous ne voyez pas que ça ne tient pas? C'est ce que vous avancez, c'est quand même... Voilà. Est-ce que vous, selon vous... Et tout à fait, parce que j'ai les preuves. Ici, quel est l'avantage d'islamiser le Poul et pas d'autres régions du quel est le lien entre le maintien du pouvoir et créer, comme vous le suggérez, que le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo-Brazzaville, a inventé ou a créé de toute pièce cette crise électorale pour islamiser une région. Quel est le lien entre l'islamisation, le maintien du pouvoir, le président Sassou? Il y a un peu beaucoup de choses dans un même... Au Congo-Brazzaville, nous sommes en train de vivre ici un génocide à huis clos, je le répète. Les miliciens, les militaires, les combattants du pouvoir de Brazzaville qui sont envoyés dans le pool ne sont pas en majorité des Congolais. Je vous l'apprends aujourd'hui. Et Sassou compte sur les Ouest africains qu'il a caserné à Tchambicho, qu'il a caserné à Ndiri. Ce sont en majorité les Maliens, les Tchadiens, pour aller détruire la région du pôle. Si il y a des militaires congolais qui vont dans le pôle, on peut les compter par les bouts du doigt. Raison pour laquelle, quand un Congolais tombe, cela fait l'objet d'une médiatisation au niveau de Brazzaville. Il faut qu'il y ait des obsèques nationales. Mais pourtant, nombreux sont des miliciens qui meurent là-bas. Et nous avions, dans nos recherches, selon nos sources, que ces militaires-là, ce sont des étrangers, notamment les Maliens, les Tchadiens, les Burundais, les Centrafricains, qui sont envoyés dans le pôle. Le but ici, c'est quoi? Vu que les Bas-Congo, la population du pôle, sont hostiles à Denis Sassou Nguesso, n'acceptent pas n'importe qui, même toi aujourd'hui, quand tu es au Congo, les Bas-Congo vont te soutenir. Mais le jour où tu vas faire des erreurs, les Bas-Congo vont dire non. Ils ont prouvé ça avec l'abbé Fulbert Youlou, qui était le premier président du Congo.
Quand ils ont dit Youlou a tout volé, ce sont les Bakongo qui l'ont chassé. Et pourtant, c'était leur propre frère. Massamba Deba, les Bakongo l'ont prouvé. Massamba Deba partait en voyage, il revenait, il disait j'ai été en voyage avec 1 million, voilà les 300 000 qui restent. Il le remettait. Les Bakongo ont dit on ne gouverne pas comme ça. Ce qui se passe actuellement, le clan du pouvoir de Brazzaville, notamment le président Denis Sassou Nguesso, est en train de donner une leçon au Bakongo. Voilà comment on dirige un pays. Parce que les Noirs, quand tu voles, tu es bien vu. Quand tu tues, tu es bien vu. Et c'est toi qui es publicité. Est-ce que c'est ça la solution pour le développement économique? Laissez-moi terminer, monsieur Odilon. C'est pour cette raison qu'il faut, comme les Bakongo sont têtus, il faut infiltrer d'autres tribus, d'autres régions, d'autres nationalités dans cette région du pôle pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'hégémonie de cette région. Ça, c'est pas une solution. Voilà. Et c'est ça. Voilà pourquoi nous disons. Qu'à cela ne tienne, monsieur Odilon, je pense qu'il n'est pas trop tard. Oh oui. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Nous l'avions dit et nous l'avions redit encore. Mettons-nous ensemble, dialoguons pour que cessent les bombardements. Parce que c'est un problème politique. Tout ce qui se passe là, c'est un problème politique. Et c'est difficile pour le commun de mortels de comprendre tout cela. Donc, monsieur Odilon, il n'est pas trop tard. Nous pouvons nous mettre à table, comme l'a suggéré le révérend pasteur Ntoumi, comme nous sommes en train de le marteler tous les jours, nous pouvons nous mettre ensemble, dialoguons, discutons, afin que cessent les bombardements, les tueries, les viols dans la région du Pôle. Mais on n'a toujours pas la réponse. Moi, j'y tiens entre le lien entre le maintien au pouvoir et l'islamisation. Alors, d'après ce que vous nous expliquez, est-ce que ça serait une sorte de récompense à ces militaires ouest-africains qui combattent dans le Pôle? Tout y va de pair. Et j'ai fait ici... Je pose la question. J'ai tout expliqué ici. Donc, la majorité de tous ceux qui viennent, ce sont les ouest-africains. Donc, et pour cette récompense-là, vous savez, et cette grande mosquée qui va être construite à Brazzaville, sachant que le Congo n'a plus d'argent et que nous sommes en train de vivre une crise économique, le financement vient d'où? Vous voulez parler du Qatar. Alors, si cela n'est pas une volonté politique, pourquoi le FMI ne lui a pas donné de l'argent? Pourquoi la Banque mondiale ne lui a pas prêté l'argent pour créer une grande mosquée à Brazzaville? Bon, parlons un peu de M. Ntoumi, puisque c'est ça aussi parfois dont il s'agit dans ce débat, avec les morts qu'on compte un peu du côté de l'armée congolaise. On a vu des photos, des vidéos, même à Télé Congo, des veillées mortuaires, l'inhumation de certains militaires qui sont tombés dans le Pôle. On voit un peu l'accélération des événements dans cette région. Est-ce que c'est pour dire que M. Ntoumi a reçu du renfort dans ses rangs, ou c'est comment? Comment il arrive à tenir et à se faufiler entre les mailles du filet? Aujourd'hui, M. Odilon, Mme Myriam, les militaires congolais sont fatigués de cette guerre, de ce conflit, et de ce sale conflit. Cela dure déjà plus d'1 an, et les militaires sont fatigués. Le révérend pasteur Ntoumi, qui est pourchassé aujourd'hui, a demandé le dialogue. Il y a des généraux aujourd'hui que je ne peux pas citer ici parce qu'ils ne m'ont pas permis de citer leur nom, qui se disent: Monsieur le Président, asseyez-vous avec votre frère Ntoumi, essayez de dialoguer ensemble. Aujourd'hui, il y a désertion dans l'armée congolaise. Les gens ne veulent plus aller se battre dans le Pôle. Ils se disent: pourquoi devrions-nous aller dans le Pôle pour aller tuer les nôtres? Ces gens-là qui meurent dans le Pôle, ce n'est pas des Rwandais, c'est des Congolais, comme ceux qu'on envoie dans le Pôle. Donc il y a une désertion. Aujourd'hui, M. Odilon, ne vous étonnez pas qu'il y ait des militaires qui renforcent le rang du révérend pasteur Ntoumi. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des colonels qui renforcent aujourd'hui le rang du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous parlez d'officiers de l'armée congolaise? Des officiers de l'armée congolaise, des combattants, des sergents qui se disent aujourd'hui: trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Asseyez-vous, vous êtes des frères, pour mettre fin à ce génocide-là, à ce massacre-là. Il n'est pas trop tard. Jusqu'où voulez-vous aller avec vos guerres? Bien sûr, c'est cette question qu'il faut poser aux politiques et à ceux qui n'acceptent pas la main tendue du révérend pasteur Ntoumi. Vous savez, le Pôle est un refuge pour tout le monde. Pour tout le monde.
Et il faut que le président Denis Sassou Nguesso comprenne ça, que le pool est un refuge. Il aura besoin du pool un jour. Il aura besoin de cette population un jour. Alors mettons fin, nous sommes des hommes, nous pouvons nous asseoir autour d'une table, trouvons un consensus bilatéral afin de mettre fin, afin d'épargner la population civile de ce massacre-là, de ce sale conflit. Ça ne profite à personne. Et ce conflit que vous qualifiez de sale conflit, c'est très difficile actuellement, même pour les grandes chaînes internationales, de savoir exactement qu'est-ce qui s'y passe dans le pool. Vous qui êtes un membre de l'organisation de Pasteur Ntoumi, est-ce que vous avez une idée de ce qui s'y passe exactement? Est-ce qu'on a eu un chiffre sur les conditions des gens là-bas, sur les morts, les dégâts des bombardements? Madame Myriam, c'est difficile aujourd'hui pour les organismes et les organisations internationales de pénétrer dans le pôle. J'ai vu Madame Maurice, un des journalistes de RFI, qui a tenté difficilement de pénétrer dans le pôle, mais en vain. Mais les seuls témoignages qu'elle a recueillis du pôle, c'est la désolation, c'est l'Armageddon, c'est l'apocalypse, c'est le chaos, c'est des pleurs. Et elle compte y retourner encore. Mais elle a recueilli ses propos-là. Elle a recueilli ses propos à Yamba. Yamba, c'est dans le pôle aussi. Aux alentours du pôle aussi, comme elle a dit, à Ngangalingolo, elle était là. Et nous-mêmes, aujourd'hui, au moyen des téléphones portables, aujourd'hui, on nous envoie des images de tout ce qui se passe là-bas. On nous envoie des images. Nous avions des hommes sur le terrain qui nous envoient des images, qui nous envoient des vidéos. Voilà ce qui se passe. Ils ont tué telle personne, ils ont tué telle maman, telle fille habitait là-bas. Elle a été violée par cette militaire. On nous envoie ces images-là. Donc c'est des témoignages. C'est des témoignages vivants des populations qui sont là-bas. Les gens m'appellent Sosten Samba, je vous envoie ces images-là. Vous savez, M. Odilon, nous avions été reçus à Oxfam parce que nous voudrions éventuellement avec les autres savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans la région du pôle. Même Oxfam n'a pas accès à pénétrer dans le pôle. Nous nous sommes tournés du côté de Amnesty International. Eux non plus, non pas, ne savent réellement pas qu'est-ce qui se passe dans le pôle. Et chaque fois quand je recueille ces informations-là, chaque fois que j'ai un nouveau document, partout où je suis passé, dans chaque ministère où je suis passé, relations internationales, j'envoie ces nouveaux documents. Quand j'ai des vidéos, quand j'ai des déclarations de la population du pôle, j'envoie au ministère des Affaires étrangères, au ministère des Relations internationales. Du Canada ou du Congo? Du Canada ici, aux États-Unis, au Canada, en France, partout où nous sommes passés. Parce qu'il faut qu'on démontre la bestialité de ces miliciens-là qu'ils envoient dans le pôle. C'est les femmes, les mamans, les jeunes filles qui sont violées, torturées, les maisons qui sont brûlées. On ne peut pas, sous prétexte pour chasser un individu et mettre en péril la vie de 234 autres 1000 personnes qui vivent dans le pôle. Mais le président, je ne vais pas vous couper la parole, mais le président Denis Sassou Nguesso, dans une interview qu'il a donnée à France 24 le 11 mai dernier, il a affirmé qu'il n'y avait pas de crise post-électorale et que les populations du pôle étaient sous la protection de l'armée congolaise. Et on lui a parlé d'un rapport américain qui faisait un peu état de la catastrophe dans le pôle. Et il a mis au défi, il a dit vouloir mettre au défi tous ceux qui veulent aller vérifier la situation dans le pôle. Alors comment est-ce qu'on explique que d'une part le président semble donner son accord pour que les gens aillent témoigner de ce qui se passe, et de l'autre côté on dit que Oxfam, Amnesty International, RFI ne peuvent pas y aller. Qu'est-ce qui se passe? Justement, madame, c'est là où je dis qu'une fois de plus le président de la République vient là sur France 24 montrer sa mauvaise volonté, sa mauvaise foi. On ne peut pas affirmer que dans le pôle il ne se passe rien alors qu'il y a des morts, il y a des images qui parlent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui comprendre que la directrice de Amnesty International passe sur les chaînes de France 2 pour dire tout et n'importe quoi. Oxfam, que nous avions contacté ici, disent que nous n'avions pas accès à ces zones. Nous avions appelé la Croix-Rouge. Qu'est-ce qui se passe? Parce que nous sommes des Canadiens, nous habitons ici. Et nous voulons savoir réellement ce qui se passe dans cette région. Parce que ce sont nos familles qui sont là-bas, dont nous avons
aucune nouvelle. Depuis plus d'1 an, ils ne savent absolument rien. Donc c'est là, encore une fois de plus, la mauvaise volonté du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui ne reconnaît pas que dans le pôle, il y a une véritable crise. Et ces propos ont été reliés par, encore une fois de plus, son tiakou national, que M. Dominique Azy de Marseille, que je qualifie ici des mendiants politiques. Parce qu'il veut acquérir quelque chose, voilà pourquoi il se permet de dire tout et n'importe quoi sur les ondes de télévision congolaise. Ok, c'est des allégations que vous faites, vous êtes responsable de ce que vous avancez, vous avez peut-être des... Madame, aujourd'hui, je ne pense pas que j'ai peur de dire tout ce que je pense. Et j'ai des preuves de ce que je suis en train de dire. Je suis passé par plusieurs institutions et chaque fois quand j'ai des informations, j'ajoute partout où je suis passé. Mais je répète encore, il n'est pas trop tard pour qu'on s'asseye et qu'on trouve un consensus bilatéral afin de mettre fin à ce conflit-là. Asseyons-nous, trouvons une solution d'homme à homme pour que cesse cette crise-là dans le pôle. C'est votre message au président de la République? Je lui adresse ce message au président de la République directement. Il est le seul garant de l'unité nationale et de la paix au Congo. Aujourd'hui, il peut finir cette guerre-là en un claquement de doigts. Il peut le finir. Donc pour vous, il y a un manque de volonté politique? Il y a un manque de volonté politique. C'est une mauvaise foi. Il n'a qu'à retirer cette population-là, ces miliciens qu'il a envoyés dans le pôle, rétablir les institutions dans le pôle, tout redeviendra comme avant. Aujourd'hui, il parle des élections législatives. Mais vous parlez des élections législatives avec une population que vous êtes en train de bombarder. C'est incroyable. Mais justement, les élections législatives, vous qui êtes le chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord, est-ce que vous allez y prendre part? Comment est-ce que vous allez participer? Madame Myriam, nous ne pouvons participer à ces élections-là parce que nous pensons que ce n'est pas une priorité. La priorité est ailleurs. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas besoin de ces élections. Vous ne pouvez pas aller aux élections législatives dont nous connaissons déjà qui sera élu député. Mais ça vous donne une occasion de peser aussi peut-être. Si nous n'avons pas pesé aux élections présidentielles, je ne pense pas que c'est aux élections législatives que nous allons peser. Et à ces opposants-là, je le répète encore, à ces opposants-là qui vont prendre part à ces élections, sachez que vous serez tenus responsables en connivence, comme le gouvernement de Brazzaville, de massacre qui se passe dans le pôle. C'est bon. D'accord. On va revenir à l'objet de votre visite à Québec, dans la ville de Québec, hier, le 20 mai 2017. Vous avez rencontré Monseigneur Pelcha, qui est le vice-vicaire à l'archevêché de Québec. Quel était l'objet de votre rencontre et en qualité de qui? Parce que vous êtes allé le rencontrer. Madame, comme vous venez de le dire, je suis le chef de file de l'opposition congolaise en Amérique du Nord. Je suis président fondateur du mouvement citoyen Le Carton Rouge, secrétaire à la Fédération de Brazzaville du Sénat. J'ai plusieurs titres. Bref, nous avions été appelés par son éminence le cardinal Cyprien Lacroix, dont l'archevêque Marc Pelcha nous a reçus parce que nous voulons ici, notre démarche consiste à ce que l'Église catholique s'implique dans cette crise-là. Nous avons vu ce qui s'est passé avec la Cinco au niveau de Kinshasa et nous avions entrepris cette démarche. L'Église voulait réellement savoir qu'est-ce qui se passe au Congo. La Cinco, juste pour préciser, c'est le centre interdiocésain des œuvres au niveau de Kinshasa. Donc, l'Église nous a fait appel pour éventuellement nous écouter. Qu'est-ce que nous proposons? Donc, nous proposons que l'Église, comme ce qui s'est passé dans d'autres pays, s'implique dans la résolution de la crise dans le pôle. Donc c'est eux qui vous ont fait appel ou c'est vous qui avez demandé? Ils nous ont fait appel, madame. Marc Pelcha d'abord, le mentionneur que je salue, qui nous a reçus, qui nous a écoutés. Et l'Église, nous voulons que l'Église s'implique dans la résolution de cette crise. Qu'il y ait un dialogue, que l'Église qui est longtemps restée en marge. Nous avons vu les déclarations de Monseigneur Portela, nous avons vu les déclarations de l'archevêque Anatole Milandou, mais ce sont des déclarations un peu timides. Donc nous voulons qu'il y ait une vraie implication de l'Église afin qu'il y ait un vrai dialogue avec des institutions internationales
pour mettre fin à la crise dans le pool. Donc ce que vous voulez maintenant, voilà c'est que l'Église, l'intervention de l'Église dans la résolution de la crise au pool. L'Église catholique en général. L'Église catholique en général. Et nous avions aussi là déposé des preuves de ce qui se passe là-bas. Le génocide à huis clos qui se passe dans le pool, ce conflit qui n'est pas médiatisé, contrairement à certains conflits comme celui de la Russie, comme la RDC, etc., etc. Donc nous voulons que l'Église s'implique dans la résolution. Alors justement, quand vous êtes allé le rencontrer, est-ce qu'il était déjà au fait de ce qui se passe ou est-ce qu'ils sont peut-être en communication avec les représentants de l'Église catholique au Congo-Brazzaville? Ils sont peut-être au courant de ce qui se passe, mais pas dans les preuves que nous leur avons apportées. Parce que nous avions apporté, nous étions une délégation au moins de 12 personnes, nous avons apporté là des preuves, des vidéos, des déclarations, des massacres qui se passent là-bas. L'Église va s'impliquer. Il va rentrer en contact avec le nonce apostolique qui est à Brazzaville, avec sa sainteté le pape François, pour que l'Église catholique essaye de s'impliquer activement dans la résolution de la crise au pool. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont promis de faire quelque chose de concret? Ça, je laisse à la discrétion de l'épiscopat, de l'Église. Je ne peux pas dévoiler ici tout ce qui a été dit là-bas. Mais madame, nous sommes sur la bonne voie et croyez-moi, je vais vous faire une confidence. Sachez qu'il y aura dialogue au Congo. D'accord, donc ils ont fait comme De Gaulle, je vous ai entendu. Il y aura dialogue. Le président Denis Sassou Nguesso, qui est le garant de l'unité nationale et de la paix, va accepter le dialogue. Il va s'asseoir avec son frère Frédéric Bensamou afin d'épargner la population du Poul. Je parle ici au nom de la population du Poul. Étant ressortissant de cette région, je me bats pour cette population-là. Pas pour un individu. Je le précise encore. C'est pour la population du Poul. Alors vous vous désolidarisez du CNR? Non. Le CNR, c'est un parti politique. Oui, mais... dont je suis membre. Ntoumi, c'est quand même le chef. Mais la population, le CNR n'est pas que pour le Poul. Le CNR, c'est pour le Congo. C'est un parti politique congolais. Ce n'est pas un parti politique du Poul. Oui, mais donc... Et le révérend pasteur Ntoumi, c'est un homme politique. Il n'est pas pour le Poul aussi non plus. Voilà pourquoi je dis si ce qui me préoccupe actuellement, c'est la misère qui est infligée à la population du Poul. Si cette misère aussi était infligée à la population d'un Fondo, j'allais être touché. Si cette crise, cette souffrance a été infligée par la population de Edou, j'allais être touché. Sachez que j'ai un côté nordiste aussi. Et je vous l'apprends aujourd'hui. Parce que j'allais être très touché. Et aujourd'hui, cette souffrance de la population du Poul me touche énormément. Voilà pourquoi je multiplie des contacts et je multiplierai encore et encore des contacts afin que nous trouvons un consensus bilatéral pour épargner cette souffrance-là à cette population civile non armée. D'accord, Monsieur Samba, vous avez bien répété tout au long de notre interview que c'est une question de manque de volonté politique pour que cette guerre dans le Poul cesse. Et c'est selon vous une guerre ethnique, une façon pour le président, selon vous, de prendre une revanche sur cette population qui aurait eu des réticences à le réélire au pouvoir. Alors vous êtes allé donc voir, je fais un peu le résumé, vous êtes allé rencontrer des représentants de l'Église catholique, notamment dans la ville de Québec, ici au Canada, pour leur demander d'intervenir. C'est bien ça que je comprends. Alors avant de terminer notre interview, est-ce que vous pouvez nous parler de peut-être des projets futurs? Vous n'allez pas aller aux législatives, mais que devient le mouvement Carton Rouge? Que va faire le chef que vous êtes, le chef de file de l'opposition d'ici là? Nous continuons à drainer les foules, Madame Myriam, et personne ne nous détournera de notre combat. Parce que ce combat est légitime. Nous sommes dans une lutte qui est légitime. Personne ne nous détournera de ce combat. Qu'il pleut, qu'il neige. Nos projets futurs, ça va être l'Assemblée nationale. Oui. Nous avions déposé une motion qui a été acceptée par l'Assemblée nationale ici. Canadienne. Précisément du Canada. Et nous attendons que nous soyons appelés. Parce que c'est comme une liste. Nous attendons notre tour.
Et nous allons aller à l'Assemblée nationale pour aller plaider toujours la cause de la population du Poul. Voilà notre projet futur. Est-ce que vous avez pu contacter d'autres organisations, enfin d'autres institutions internationales pour Oui, éventuellement. Oui, madame, il pleut et cela reste sous le maillet. Comme on dit chez nous, il y a des choses qui doivent rester sous le maillet car il pleut. Mais sachez que nous sommes en train de nous battre. Par tous les moyens, il faut que le pôle retrouve sa paix, sa quiétude. Les populations du pôle doivent vivre tranquillement comme tout le reste des Congolais. Nous allons aller jusqu'à l'Assemblée nationale et nous invitons le président de la République, qui est le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, de faire un geste en faveur de la paix. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi, je crois, tous les internautes qui nous suivent, toutes les personnes, mesdames et messieurs, sans distinction de race ou de peau, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais à tout le monde. Donc, vous avez été nombreux plutôt à nous suivre sur cette émission Œil sur la politique. Nous avons reçu M. Sossin Samba, qui nous a parlé un peu de tout, en tenue de sa visite à Québec avec certains responsables religieux de Vatican.